On a besoin d'un continent ou alors d'un gouvernement, des gouvernements beaucoup plus où la gouvernance va beaucoup plus vers ce qu'ils appellent la démocratie, ce qu'ils appellent le droit, plus en compte des droits humains. Donc on a besoin beaucoup plus d'aller vers des États où il y a le respect des droits de l'homme, ce qu'ils appellent bien évidemment la promotion d'un état de droit. C'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est le continent pacifique sécurisé, c'est-à-dire un continent qui va dans la résolution des conflits, un continent qui va dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, la solidarité. Et c'est dans ce quatrième pilier que se repose bien évidemment l'intervention du ministre des Affaires étrangères sur le contentieux entre le Gabon et la Guinée équatoriale, qui ont été présentés par rapport au litige frontalier. Donc c'est dans ce pilier-là que va, n'est-ce pas, ce contentieux-là, vous l'avez souligné au départ, qui de commun accord, ils ont remis, n'est-ce pas, ça sur la table pour que l'Union africaine essaie de faire le nécessaire pour que la médiation, tout à fait. Donc c'est ce pilier-là va pour essayer de la lutte contre les conflits, l'harmonisation, la sécurité au niveau du continent africain. Et ensuite, nous avons besoin d'un continent avec une forte identité commune, aller vers ce qu'on appelle le panafricanisme pour qu'on ait une certaine image ou alors une certaine identité où on prend en compte la culture africaine, les langues africaines, tout ce qui concerne l'identité même africaine pour qu'on la rende commun. Il faudrait bien qu'on sache ce qui se passe de manière identitaire au Maroc, en Algérie, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest, qu'on se reconnaisse l'identité africaine, ce qu'on appelle aujourd'hui le panafricanisme, on se reconnaît tous dans ce panafricanisme-là. Et le sixième pilier aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, on parle d'égalité des genres, on parle des tranches de population vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les jeunes. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus d'un continent axé sur la valorisation des peuples. Pour la promotion d'inclusivité. Voilà, donc c'est le sixième pilier et le septième pilier qui est un pilier important, parce que tout ça, on a besoin aujourd'hui de valoriser, n'est-ce pas, le poids de l'Afrique sur l'échiquier mondial. Oui. Donc il faut effectivement, lorsqu'on va dans les réunions, quand on va partout dans le monde entier, qu'on ait un point commun, on ait des idées d'une seule voix justement, donc pour qu'on porte le nom de l'Afrique plus fort. Donc voilà quelques aspirations. Ce sont cette aspiration, ou alors c'est le pilier sur lesquels se base, n'est-ce pas, l'agenda 2063. Et la réunion, comme je l'ai dit, c'est la réunion des ministres des Affaires étrangères qui s'est tenue, c'est bien évidemment apaisanti sur le premier pilier qui va sur la croissance de notre continent, qui va sur on va dire la modernisation ou alors la modernisation des infrastructures, la construction des infrastructures également, qui va sur l'industrialisation. Donc c'était le premier pilier. Et aujourd'hui, ce premier pilier a mis en ricochet bien évidemment le problème de l'eau et de l'assainissement de cette eau-là, parce qu'on dit l'eau c'est la vie. Si on veut se développer, si on va aller vers l'avant, il faut commencer par la base, et la base c'est l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc il faut commencer par faire le nécessaire pour que tout le monde ait cette eau-là. Maintenant, à côté de ça, il y a quand même des projets qui sont des projets importants, qui ont été également abordés de ce côté-là, surtout en ce qui concerne la ZLECA, faire le nécessaire pour que ces ZLECA-là soient aujourd'hui de plus en plus africaines. Voilà. En termes d'échange. En termes d'échange, la libre circulation des personnes et des biens, où on parle du passeport africain. Donc il faut aller plus rapidement, parce que c'est des projets qui sont beaucoup plus brûlants aujourd'hui, parce que ça doit être mis en place, trop ambitieux, tout à fait. Après, on parle également de ce marché de transport commun qu'il faut avoir avec la construction des infrastructures du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour qu'on puisse circuler, que ce soit par voie maritime, que ce soit par voie terrestre, que ce soit par voie aérienne. Donc, c'est des projets qui sont éminemment importants pour le continent africain. On s'est donné le cap en 2063, mais aujourd'hui nous sommes en 2026. Il reste encore beaucoup d'années, mais il faut faire le nécessaire pour que cela ait aujourd'hui lieu. Donc, aujourd'hui, on commence à voir que l'Union africaine commence à prendre le taureau par les cornes pour faire en sorte que le continent africain commence à avoir une certaine
émergence, mais à côté de ça, il faut des moyens, voilà. Il faut la solidarité. Oui, et en parlant justement de la solidarité et des moyens, et les deux piliers également que vous avez peut-être pas omis, mais oublié, parce qu'il fallait parler du financement des institutions de l'Union africaine. J'allais en venir là-dessus, voilà. Donc il faut effectivement les moyens et il faut cette solidarité-là. Donc il faut faire en sorte de trouver des partenaires qui ont cette capacité, n'est-ce pas, de nous amener, de faire en sorte que ces projets voient le jour. Il faut que nous-mêmes, le côté africain, qu'on arrive à cotiser, à mettre de côté, à nos institutions, tout à fait. À l'instar de nos partenaires traditionnels que sont l'Union européenne et la Chine. Et la Chine, tout à fait. En parlant de la solidarité aussi, on a parlé de la maladie Ebola qui menace un pays, une partie de l'Afrique. On a vu cette solidarité, notamment la Guinée équatoriale qui avait déjà contribué à hauteur d'un D'ailleurs, la Guinée équatoriale était le premier pays à se solidariser. Donc on constate bien évidemment aujourd'hui que l'Afrique a du mal à se solidariser, que ce soit en termes politiques, que ce soit en termes de conflits, même en termes social. Quand les pays de l'Union ou alors des pays de la sous-région ont des problèmes, certains pays ont du mal à se solidariser. Solidariser ne veut pas dire seulement lire des textes ou faire des discours. Mais solidariser, c'est mettre la main dans la poche. C'est mettre la main dans la poche pour venir en aide au pays qui est effectivement en problème. Donc la Guinée équatoriale... C'est d'endiguer cette maladie qui risque d'embraser, entre guillemets, toute une région et pourquoi pas le continent africain et au-delà. Le problème n'est pas surtout faire le laisser pour que cela soit endigué, mais quand même, il faut d'abord une certaine solidarité. Il faut qu'on demande une solidarité à vouloir aider ces pays-là. Il faut que les gens mettent des moyens pour aider ces pays-là parce qu'on se rend compte que le pays seul ne peut pas s'en sortir. Oui. Donc c'est cette solidarité aujourd'hui qu'on demande à l'Union africaine, que quand il y a un problème, l'un des pays a un problème, il faudrait que tous les autres pays, n'est-ce pas, viennent en aide à ces pays-là. C'est pas seulement les discours, je vais dire que c'est pas seulement les discours, mais c'est également mettre les moyens en jeu, faire le nécessaire. Et les moyens ne sont pas seulement les moyens financiers, il y a d'autres formes de moyens. Donc aujourd'hui, la RDC est en problème, il faut cette solidarité-là. Et on peut bien apprécier la démarche de la Guinée équatoriale parce que la Guinée équatoriale, en termes de panafricanisme, est toujours en avant. Aux avant-postes, tout à fait. Vous voyez qu'il y a ce souci de conflit, de ce litige frontière entre deux pays voisins. Mais la Guinée équatoriale, malgré le fait que la Cour internationale de justice avait donné son verdict et que le verdict était en faveur de la Guinée équatoriale, mais la Guinée équatoriale a quand même ce souci-là, n'est-ce pas, de présenter, n'est-ce pas, le problème à l'Union africaine pour que l'Union africaine joue la médiation ou alors pour qu'il fasse le suivi. Oui. Le suivi. Donc c'est déjà un dialogue entre les deux pays, ou le Gabon, que ce soit le Gabon et la Guinée équatoriale, qui ont montré que leurs relations sont beaucoup plus fortes que n'importe quelle contingence. C'est important que l'Union africaine joue la médiation dans la mesure que c'est l'instance la mieux placée pour jouer ce rôle-là. Donc aujourd'hui, la Guinée équatoriale démontre à suffisance qu'ils sont dans le sens de l'Union, dans le sens de la solidarité africaine, dans le sens du panafricanisme pour que les problèmes africains se règlent en Afrique, qu'on trouve des solutions africaines aux problèmes africains. Donc c'est important et c'est d'ailleurs pourquoi nous voyons que la Guinée équatoriale est d'ailleurs l'un des premiers pays à se solidariser à la RDC pour démontrer à suffisance que les problèmes africains doivent d'abord venir, les solutions doivent venir en Afrique, les pays africains doivent être les premiers à venir en aide. L'aide ne doit pas surtout venir de l'extérieur de l'Afrique, que les Africains eux-mêmes également apprennent à mouiller le maillot pour aider leurs propres frères. Donc aujourd'hui, l'Union africaine a peut-être le bas qui blesse, mais on voit quand même qu'il y a une certaine solidarité, ou alors une certaine... on peut avoir un certain espoir que certains pays comme la Guinée équatoriale commencent à comprendre le bien fondé. Voilà. Et comme on dit, la Guinée équatoriale, on dit souvent qu'on a besoin d'institutions fortes, mais pour avoir également des institutions fortes, il faut des hommes forts, il faut des hommes de bonne volonté qui montrent le chemin à suivre. Et la Guinée équatoriale est dans ce sens-là. Alors pour sortir rapidement, pas des moindres aussi, hein, il y a des candidatures africaines aux institutions. J'ai parlé justement du secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies, où il y a déjà 2 candidatures africaines. Il y a un Ougandais qui s'est encore ajouté au Sénégalais Macky Sall, au Lara, au Tounou. Ça fait actuellement
7 candidats, alors qu'on dit que bon, il paraît qu'il y a, ça se fait de façon tournante, que normalement c'est l'Amérique latine, mais même jusqu'à présent, les candidats de l'Amérique latine n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur une candidature unique, et on voit que la campagne ne fait que se battre parmi les 7 candidats qui sont en liste pour le secrétariat général des Nations Unies. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on doit parler en voie dispersée. L'Union africaine doit avoir un candidat commun. Je voudrais m'aller au-delà. Nous avons cette poids du Sud, le Sud global, avec le ACP également. Donc on a la possibilité de nous entendre entre les pays du Sud, ce Sud global, pour trouver le candidat qu'il faut. Il n'est pas dit que si l'Asie, vous avez dit, l'Océanie, tout à fait, l'Amérique latine, qui doit avoir le candidat, qui doit avoir le candidat consensuel, mais l'Afrique peut également mettre en avant, il faut bien des candidats, on ne va pas avoir un seul candidat, il faut bien une élection où on aura plusieurs candidats et que le candidat choisi ou élu sera certainement le candidat voulu par tout le monde entier. Donc je pense, je voulais prêcher pour ma paroisse, la paroisse africaine, pour dire que l'Afrique ne doit pas les disperser. On a besoin aujourd'hui d'un candidat, que ce soit Macky Sall ou le reste, mais que l'Afrique fasse le nécessaire pour élire un seul ou choisir un seul candidat qui représente le continent africain. Et voilà. Dans ce sens, on se sentira plus fort. Voilà, et je rappelle donc que le Conseil exécutif de l'Union africaine s'est donc réuni du 28 au 29 juillet, première session, on va dire deuxième session de l'année, conformément à l'article 10 de l'acte constitutif de l'Union africaine dans sa 49e session. Et il faut déjà le rappeler que le ministre d'État des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la diaspora, Simeon Oyone Sonangé, qui représentait donc la Guinée équatoriale, il a une fois de plus réaffirmé l'engagement de la Guinée équatoriale envers une Union africaine toujours plus forte, plus unie, capable de relever les défis du continent, les défis sécuritaires de développement, intégration, santé, coopération, échange, et de défendre les principes de solidarité, de consensus, bien évidemment, où on a parlé de la gestion financière, budgétaire, et surtout, pas des moindres aussi, puisqu'on a aussi oublié de parler de ça, des contributions, et surtout pour parler de cet autre sujet du G20, où la Guinée équatoriale a émis certaines réserves quant à son intégration pour l'année 2026 avec bien d'autres contingences. Voilà ce qu'on pouvait donc dire pour ce premier sujet politique et surtout hebdomadaire de ce numéro. Et on passe cette fois-ci au social. Elle nous a rejoint sur ce plateau pour nous parler du social. D'abord, Asmussuna Bangamenzana, bonsoir. Bonsoir Mendene, Mathias, bonsoir. Bonsoir à tous ceux-là qui sont toujours là pour suivre l'hebdomadaire. Et je l'ai dit dès l'entame de cette émission que la journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes, comme chaque 30 juillet, la journée mondiale de lutte contre la traite des personnes dénonce la traite des êtres humains, exploitation sexuelle, travail forcé, servitude et trafic d'organes. Dites-nous un peu plus le bien fondé de cette journée. Si vous me permettez, Juan Pedro Mendene, oui. Mathias, je voudrais avant tout parler de cet événement, revenir un peu sur cette question de la traite des êtres humains. Donc, essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on entend par la traite des êtres humains. Selon les spécialistes sur cette question, oui. La traite des êtres humains est un crime grave qui consiste à recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir des personnes par la force. Donc, cette question des traites des Noirs, c'est ceux-là, des traites des personnes, pardon, je m'excuse, les traites des personnes, c'est ceux-là qui, non seulement gardent des gens en otage, ils les transportent et d'autres personnes les hébergent sans leur propre consentement. Donc, effectivement, c'est un crime très grave qui déjà, on en parle depuis des années, des siècles, mais aujourd'hui, cette journée est la 4e édition. Donc, on va vivre un peu ce que ça donne. C'est un fraude
Hein, c'est un faux don que ces gens-là qui transportent des gens sans leur consentement, c'est une manière de leur tromper, ils les trompent et puis ils les utilisent dans le but de les exploiter. Donc, oui. En 2021, on estime que 49,5 millions de personnes ont été victimes d'esclavage moderne à l'échelle mondiale. Oui. C'était donc pour avoir une idée sur ce que c'est la traite des êtres humains. En ce qui concerne donc l'événement proprement dit, il faut souligner que la journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains est célébrée chaque 30 juillet. Chaque 30 juillet, cette journée est reconnue mondialement comme une occasion de sensibiliser le public à la traite des êtres humains. C'est une journée où on parle plus ou moins de la traite des êtres humains, des conséquences, des conflits, des moments vécus. On parle de ceux-là qui ont été victimes de cela et on parle aussi de ceux-là qui ont collaboré à ce qu'il y ait cette traite des victimes. Donc, c'est une journée, comme je l'ai dit, qui est célébrée chaque 30 juillet. Aujourd'hui, nous sommes déjà à un jour de cette célébration. Et cette journée est reconnue mondialement comme une occasion de sensibiliser le public à la traite, je l'ai déjà dit, collaborer avec d'autres organisations et structures engagées dans le combat. Donc, il y a des structures qui sont mises sur pied pour plus ou moins pallier cette situation des traites des êtres humains. Donc, on nécessite maintenant la collaboration de tout un chacun à pouvoir dénoncer cette traite des êtres humains. Donc, ces structures-là qui sont engagées dans ce combat et de prendre des mesures concrètes pour éradiquer l'esclavage moderne. Oui. Donc, les initiatives marquant cette journée mondiale peuvent prendre la forme de marches de sensibilisation, de collecte des fonds ou des sessions éducatives. Donc, il y a plusieurs manières de collaborer. On peut collaborer avec les collectes de fonds. On peut collaborer pour des structures qui sont mises sur pied pour lutter contre cette traite des êtres humains. On peut aussi collaborer avec des sessions éducatives, de sensibilisation, des tables rondes, des assises. Donc, cette journée a été donc décidée depuis 2013, lorsque se tenait l'Assemblée générale des Nations unies, une réunion de haut niveau pour évaluer le plan d'action mondial pour la lutte contre la traite des personnes. Les États ont souhaité parler, ils ont souhaité appeler la communauté internationale à une mobilisation commune sur ce sujet. Donc, ils ont adopté une résolution, cette résolution 68/192, proclamant le 30 juillet comme journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains. Oui. Donc, c'était une résolution prise pendant la réunion du plan d'action mondiale pour la lutte contre les traites des personnes en 2013. Oui. Ensuite, et cette résolution déclare qu'une telle journée est indispensable pour faire connaître la situation des victimes et la situation des victimes des traites humaines et promouvoir, protéger leurs droits. Parce que ces personnes-là qui sont victimes de tout genre d'atrocités ont aussi leurs droits. Oui. Ils ont les droits. Donc, il faut défendre leurs droits. Il faut mettre sur pied certaines mesures pour éviter la traite des êtres humains. Je vais donner quelques objectifs de cette journée. Donc, la première, ce serait de sensibiliser le public et les États à l'ampleur de l'esclavage moderne et d'exploitation criminelle. Donc, le travail forcé, l'exploitation sexuelle, donc trafic des organes et autres. Protéger les victimes, c'est aussi un autre objectif.
mobiliser les gouvernements, la société civile et les citoyens pour renforcer la coopération internationale et détruire les réseaux criminels. Donc c'est aussi un autre objectif pour cette journée-là. Donc, je vais finir en disant que le 30 juillet est devenu un point de ralliement crucial pour tous ceux qui luttent contre la traite des êtres humains. Aujourd'hui, quand on parle du 30 juillet, on devrait déjà avoir l'idée de cette journée-là qui permet aux personnes voulant contribuer à lutter contre la traite des êtres humains. De nombreux organes profitent de cette date pour sensibiliser le public. Sensibiliser le public. Un cœur bleu est souvent utilisé en action avec cette journée mondiale autour de la campagne Cœur bleu. On va expliquer un peu après ce que c'est qu'un cœur bleu. Cette initiative menée tout au long de l'année vise à sensibiliser le public et à prévenir la traite des êtres humains. Donc, le cœur bleu a une double explication. D'abord, il représente la souffrance des victimes de la traite, et rappelle la cruauté de ceux qui acceptent et vendent des êtres humains. C'est ce qu'on appelle cœur bleu. D'abord, on rappelle ces victimes-là et ensuite, on rappelle aussi la cruauté de ceux-là qui participent à vendre et à accompagner ceux-là qui veulent continuer à faire la traite des êtres humains. Pour conclure, je dirais donc que la journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains est l'occasion de rappeler l'étendue de ce fléau et de se mobiliser pour combattre ce fléau. Il faut donc combattre cette manière de faire qui n'est vraiment pas, qui est une criminalité, comme on l'a dit en amont, qui est vraiment un crime grave. Il faut combattre cela et mettre sur pied certaines méthodes de pouvoir éradiquer cette mesure-là. Et surtout des lois coercitives. Alors là, je rappelle que des millions de personnes, dont beaucoup d'enfants, sont victimes de ce crime atroce. Alors, Mathias Choudobama, vous avez suivi le récit d'Assomption Benjamin Nzana. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, son protocole additionnel, ainsi que la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains visés les premières fois à prévenir, réprimer et à punir ce fléau. Elle a parlé des réseaux criminels. C'est d'abord, je pense que c'est l'un des premiers objectifs, c'est-à-dire qu'il faut briser ces chaînes qui vraiment participent à ces actes odieux. Oui, écoutez, c'est un phénomène aujourd'hui qui prospère dans l'ombre, même dans l'invisibilité. L'aspect moderne. Oui, donc qui prospère dans l'ombre parce que ce n'est pas trop visible. Même dans l'invisibilité, comme je le dis, c'est un crime, je dirais, transnational organisé parce que ça passe entre les nations. Vous l'avez souligné. Les victimes, c'est bien évidemment les enfants, les femmes et surtout les migrants. On a beaucoup de témoignages alarmants ou alors poignants. On voit beaucoup plus de ce qu'ils appellent les passagers, ou comme vous appelez, c'est qui permettent aux migrants de traverser. Les passeurs. Les passeurs, voilà, les passeurs. On a quand même des témoignages poignants, que ce soit du côté de la traversée du désert vers la Mauritanie, l'Algérie et autres, même vers la Libye et autres. Voilà, on a également des témoignages du côté de l'Amérique du Sud, entre l'Équateur et autres. On a des témoignages, et le Brésil. Et le Brésil, voilà, on a des témoignages comme ça, surtout en ce qui concerne les migrants. Donc, même les témoignages en ce qui concerne les femmes qui subissent des sévices un peu beaucoup plus regrettables. Donc voilà, c'est important de s'attaquer à ce phénomène-là parce que c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. Et je dirais que cette journée, comme elle l'a souligné, c'est une journée de sensibilisation, mais c'est une journée qui va au-delà des sensibilisations. Parce que c'est une journée qui, pour moi, ma foi, essaie de coordonner les actions des gouvernements, des États, qui essaient d'adopter des lois qui peuvent à la fois protéger et même faire le nécessaire pour que les victimes soient
non seulement protégés, mais qui soient réprimandés. Non, pas réprimandés, les victimes ne peuvent pas être réprimandées. Parce que les lois qui doivent réprimander cette pratique. Voilà, on va dire les bourreaux. Oui. Réprimander les bourreaux. Donc c'est une journée importante parce qu'il y a les lois qui doivent être adoptées. Il faut voir comment on peut punir effectivement les bourreaux. Il faut voir comment on peut protéger les victimes. Il faut voir comment les gouvernements peuvent jouer un rôle important en prenant des actions. Dans le cas de la Guinée équatoriale, en ce qui concerne les femmes et les enfants, il y a quand même un code qui a été mis en place, le code de la famille, qui prend en compte la protection de la femme, qui prend en compte la protection des enfants aussi. Donc voilà, je crois que chaque pays fait le nécessaire pour que cela n'y arrive pas. Et s'il y a une certaine coordination entre les pays, je pense qu'on peut faire le nécessaire pour essayer de faire en sorte que ce phénomène ne prend pas de plus en plus d'ampleur. Donc je pense que l'ONU, le plus souvent quand l'ONU met en avant c'est un phénomène, on a du mal à emboîter le pas au niveau de la prise de décision, parce qu'on a l'impression que c'est une affaire qui regarde que l'ONU, mais on doit beaucoup plus s'appesantir sur des États, parce que en ce qui concerne, par exemple, les migrants, c'est d'abord les États qui doivent jouer un rôle important en prenant des lois en ce qui concerne la protection de leurs citoyens, les entrées et sorties des citoyens, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que, comme je disais, c'est un phénomène qui est beaucoup plus qui se sévit beaucoup plus dans l'homme, donc ça brasse beaucoup d'argent. Il y a même qu'on appelle des collaborateurs, des complices, je dirais des complices, qui font en sorte que cela devient de plus en plus rentable. Donc il faut prendre le taureau par les cornes, donc c'est aux États de voir comment faire pour que cela ne se passe pas dans leurs propres États, surtout en ce qui concerne les passeurs. Quand je parle surtout au niveau de l'Afrique, on a vu des vidéos au niveau de la Libye, on a vu des vidéos au niveau de la Tunisie, même au niveau des pays, même au niveau du Ghana. Voilà, donc c'est parfois regrettable, mais il faudrait que ces États fassent le nécessaire pour que ça ne prospère pas dans leur propre territoire. Donc je pense que cette journée est importante surtout pour faire en sorte que les États prennent de plus en plus d'actions en ce sens-là. Donc c'était donc ce qu'on pouvait parler dans cette chronique d'Assomption chronique sociale, et je rappelle que la Convention internationale des droits de l'enfant, à travers ses articles 19 et 35, impose également aux États signataires de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la traite des enfants et les protéger contre toute forme d'exploitation. Assomption, vous ne partez pas si vite puisque vous avez également une autre chronique, c'est la chronique culturelle. En culture, Assomption Abandji-Menzana, vous allez nous parler d'un festival, le Festival international de danse et du tourisme qui a eu lieu du côté de Lomé, c'est au Togo. Effectivement, c'est au Togo, le Festival international de danse et de tourisme qui bat son plein dans cette région du Togo pour sa 4e édition, dont les activités ont démarré le 27 et ça ira jusqu'au 9 août 2026. Donc on a pratiquement, je veux dire, une semaine et demie pratiquement avec ce festival de danse et de tourisme. Donc ce festival se caractérise par des stages, des ateliers, des thématiques et laboratoires de création animée, c'est-à-dire par des pédagogues et des pays africains, la diaspora. Donc tous ces pays-là qui vont participer avec les chorégraphies et des danses, présenter ce qu'il y a du tourisme dans leur pays qui est le Togo. Il y a également des rencontres professionnelles, des tables rondes et des actions des médiations autour de la jeunesse. Donc on sait qu'aujourd'hui les jeunes sont la tête du futur, donc ce sont des jeunes qui vont mener le monde entier. Donc il faut toujours parler des jeunes, il faut avoir des assises avec des jeunes, des rencontres, pourquoi pas des conseils de nos parents qui ont déjà vécu à peu près ce que nous aussi nous allons vivre de la transmission et du tourisme culturel qui sera durable. Donc
Du côté du tourisme, on va donc parler des excursions, des sites naturels et patrimoine de la région. C'est-à-dire, on va montrer plus ou moins ce qu'il y a à voir au Togo, ce qu'il y a à voir dans les excursions des sites naturels et des patrimoines, comme on en a parlé dernièrement. On parlait aussi de ces sites naturels qui seront présentés à l'UNESCO. Donc, ça fait que l'Afrique qui vit le jour ces sites-là, veut aussi lancer, chacun veut lancer son pays et faire voir ce qu'il y a effectivement. Donc, les organisateurs présentent ce festival comme un espace où se croisent danses traditionnelles, contemporains et urbains. Donc, on fait les danses traditionnelles, les danses contemporaines et les danses urbaines, avec un accent mis sur l'expérimentation et le dialogue entre scène locale et scène internationale. Oui. Donc, le festival accueillera donc et va accueillir, parce qu'on parle du futur, parce que c'est du 27, comme je l'ai dit, au 9 août. Donc, du 27 G au 9 août, va accueillir et a accueilli déjà, puisque ce festival qui dure, je l'ai dit, jusqu'au 9 août, des artistes, des formateurs, des chercheurs et des visiteurs venus de l'Afrique, venus de l'Europe, venus de l'Amérique et pourquoi pas aussi de la diaspora. Donc, c'est tout ce groupe de chercheurs, des artistes, des danseurs qui viennent de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Europe, qui sont donc venus se retrouver au Togo pour démontrer leur potentiel et pourquoi pas partager aussi des idées, pas seulement vivre de près la culture togolaise, mais aussi partager avec eux, on a bien dit ici, les danses contemporaines, les danses urbaines et des scènes locales internationales. Donc c'est plus ou moins de ce qu'il y a à voir pendant ces 2 semaines pratiquement de festival. Et je rappelle que cette édition donc est placée comme un rendez-vous immersif mêlant formation, création et découverte touristique dans la région de Palmé. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle Palmé. Et Weva Africa qui présente donc ce festival comme l'un des projets phares dédiés au développement culturel et au tourisme responsable au Togo. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots de cette rubrique culturelle. Assomption vivement la semaine prochaine pour bien d'autres chroniques. Effectivement, merci. Merci pour tous nos collaborateurs qui sont toujours là pour suivre l'hebdomadaire. On se retrouve donc la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et Assomption va donc nous laisser pour parler de sport avec Mathias Fourobama, notre consultant permanent. En sport, pour terminer, je vous le disais déjà, coup d'envoi donc de la 14e édition de la CAN féminine de football. C'était du dimanche 26 juillet dernier et ce jusqu'au 16 août, un dimanche également au Maroc. 3 villes accueillent donc cette grande compétition, Rabat, Fès et Casablanca. 16 pays au lieu de 12 comme aux éditions antérieures. 4 groupes, 34 matchs avec une grande innovation, on va dire, c'est inédit. Cette fois-ci, les 4 demi-finalistes sont qualifiés d'office pour la Coupe du Monde Brésil 2027, Mathias. 27, tout à fait. Non, mais c'est une compétition beaucoup plus alléchante cette fois-ci. Vous l'avez souligné, mais il faut dire que je voulais d'abord le souligner, que quand on parle de la Coupe d'Afrique Nation féminine, c'est toujours avec un sentiment, je ne veux pas dire des regrets, mais on va avec dire un brin de nostalgie que je parle toujours, quand nous parlons de cette compétition, un sentiment, un brin de regret dans la mesure où il faut souligner, parce qu'on a tendance à l'oublier, que la Guinée équatoriale est champion d'Afrique 2 fois de suite, en 2008 et en 2012. Donc on a écrit en or notre nom sur l'histoire de la Coupe du football
africains. Et les joueurs comme Ayoman ont plané à ce moment-là au toit de l'Afrique. Donc, et même du monde, ils ont joué également la Coupe du Monde en Allemagne. C'est important de le souligner dans la mesure, parfois on a du mal à l'oublier. Vous parlez de la 14e édition, mais parmi les 13 éditions, c'est 3 pays qui se partagent le gros lot. Ah oui. Le Nigeria, la décennale, la Guinée équatoriale 2 fois, et puis l'Afrique du Sud. Tout à fait, la décennale avec le Nigeria, le doublé avec la Guinée équatoriale et le singleton, veut dire, avec l'Afrique du Sud. Donc, la Guinée équatoriale est un grand pays de football féminin. Bon, nous sommes champions 2 fois. Mais elle disparaît subitement des radars. Ça fait 7 éditions déjà. Permettez-moi, vous savez que le football, c'est une affaire des générations. Non, je veux dire des générations. La génération d'Ayoman est passée et aujourd'hui, on se prépare certainement à avoir une autre génération. On ose espérer que cette génération aura le même aura que celle d'Ayoman. Toujours le tir quand on se prépare parce que, comme je vous dis, le football, c'est une histoire de génération et c'est de génération en génération qu'on essaie de briller. C'est vrai qu'on a plus cette lettre de noblesse d'antan, mais on commence aujourd'hui à avoir cet influx. On a nommé un nouveau entraîneur qui fait un travail on va dire un travail de base. De base, voilà. Donc, donnons-nous aussi d'ici 5 ans, voilà ce que cela va donner. Toujours est-il que nous sommes dans l'histoire de l'Afrique, des cours du foot d'Afrique. En ce qui concerne le football africain, on a écrit, nous sommes 2 fois champions, on ne le dira jamais assez, il faudrait qu'on vante cela. Mais Mathias, le Zalan féminin ne fait pas partie de cette 14e édition. Non, je voulais quand même... C'est pourquoi nous sommes maintenant à la 2e journée des matchs de poule. Oui, tout à fait. Non, je voulais le souligner pour dire que lorsqu'on parle de la CAN féminine, c'est toujours avec un peu un brin de nostalgie, voilà, qu'on en parle. Et le regret aussi. Voilà, des regrets certainement, parce que nous sommes 2 fois champions d'Afrique. Maintenant, en ce qui concerne la 14e édition, c'est vrai, c'est une édition alléchante, vous l'avez souligné, les enjeux sont doubles. Il y a d'abord l'enjeu footballistique, voilà, l'enjeu du trophée, c'est-à-dire qu'il faut être champion d'Afrique, donc on cherche effectivement un vainqueur, celui qui, peut-être que le Nigeria qui va empiler ou alors on aura un nouveau vainqueur. Ensuite, il y a la qualification en Coupe du Monde 2027 au Brésil. Oui, donc les 4 demi-finalistes sont bien évidemment qualifiés et les autres 4 qui ont perdu en quart de finale vont jouer les barrages entre elles, les 4 équipes, et ensuite deux équipes vont représenter le continent africain au un tournoi continental FIFA où on pourra extirper un de ces qualifications pour avoir au moins 5 qualifiés en Coupe du Monde. Donc l'enjeu est double. Et il faut également souligner le travail fait par la CAF à ce moment-là, dans la mesure où aujourd'hui on voit quand même qu'il y a des émulations au niveau de l'argent, je veux dire des primes. Aujourd'hui, pour la promotion du football féminin. Tout à fait, non. Je voulais souligner là-dessus parce que c'est important, c'est pas comme avant. Vous savez que chaque pays participant a au moins 150 000 dollars américains. Chaque pays participant aujourd'hui, et le vainqueur aura 2 millions de dollars américains, donc presque le double de la dernière édition. Donc c'est déjà quelque chose d'important en termes financiers ou en termes de motivation pour le football féminin. Et ensuite, le fait d'avoir, vous avez souligné également, aujourd'hui il y a 12 équipes qui étaient qualifiées d'office. On a dû repêcher 4 équipes par rapport à leur ranking mondial. C'est le cas notamment du Cameroun, du Mali, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Et l'Égypte également. Voilà, qui ont été repêchés. Donc on se retrouve avec ces équipes dans les groupes de 4 groupes de 4 équipes. Oui. Maintenant, les forces en place, certainement le Nigeria qui est champion en titre avec ses 10 trophées, est un concurrent important. Oui, mais le Maroc qui a mal débuté. Tout à fait. C'est surpris. C'est quand même des forces en place. Hein. Le Nigeria est une force en place. Le Maroc qui est finaliste de la dernière édition, qui joue à domicile, également une force en place. Les outsiders, ou alors ceux qui peuvent bousculer la hiérarchie, c'est bien évidemment les équipes comme l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ou les pays montants comme la Zambie, qui sont des pays... oui, tous ces pays qui courent pour jouer derrière le premier sacre. Tout à fait. Donc voilà, c'est une équipe, c'est une compétition qui sera pour moi très alléchante, même si on voit que le Nigeria, le premier match s'est fait tabasser sur un score de 3-2 par un petit poulain. Bon, on constate que le football
africain. Le Malawi qui a quand même osé le Malawi. Avec de la prestance. Avec de la voilà, prestance. donc, avec panache même. Donc on voit effectivement que le football évolue, le football africain, surtout féminin africain évolue. Les petites équipes ne sont plus des petites équipes comme auparavant. Des scores ne sont plus des scores fleuves, même si on a eu un 7-0, je pense. Un 6-0, la Zambie qui a battu l'Égypte. Et l'Égypte, voilà. Mais quand même, on voit que ça évolue. Ça évolue. Donc on peut féliciter le travail de la CAF en ce sens-là. On voit que le football féminin devient de plus alléchant. Il y a du beau jeu, il y a de beaux joueurs. Ah oui. Voilà, donc tactiquement c'est important. On voit c'est l'arbitrage qui est bien fait. Avec donc voilà, c'est le début de la compétition. On espère bien évidemment que on n'aura pas, comme en Coupe du Monde, les pays attendus qu'ils arrivent, qu'ils confirment. On a besoin de voir des nouvelles équipes qui peuvent, n'est-ce pas, surprendre. On a besoin de surprises. Et on attend voir effectivement avec les pays comme le Cap-Vert, qui fait également partie. Ah oui, voilà. Le Cap-Vert au premier match a été battu par le Ghana 2-0. L'Afrique du Sud a été surprise aussi par la Tanzanie 2-1. La Côte d'Ivoire, pour sa première sortie, repêchée, a quand même battu le Burkina Faso 4-1. L'Algérie a battu le Sénégal 2-0. Et là, nous sommes à la deuxième journée avec, bien sûr, il faut aussi souligner des sélections comme le Cameroun qui est finaliste malheureuse en 2016, mais qui également a été repêché. Et si on ne disait pas que la CAN devait se jouer cette fois-ci avec 16 équipes, le Cameroun ne devait pas se qualifier avec sa star qui est absente, Chout Adjara, et que le staff technique s'est mis également en retard. C'est quand même des équipes qui courent, comme je l'ai dit, après le premier sacre. Ce sont les équipes qui doivent normalement faire la révélation. Mais pour le moment, nous ne sommes qu'à la deuxième journée, une étape structurante, bien sûr, pour le football féminin. Donc, vivement, qu'on va revenir pour voir à quel niveau les prestations des équipes nous sont, même si vous regrettez toujours l'absence allongée, l'absence léthargique de la Guinée équatoriale. Non, mais je ne regrette pas, je dis il y a toujours un brin de nostalgie. C'est une bonne nostalgie. Vous savez que les grandes équipes, parfois, ça se passe comme ça. Je dis, le football, c'est un problème de génération. La génération d'ailleurs est partie. Aujourd'hui, on prépare une nouvelle génération. Donnons le temps. Vous avez vu que l'Espagne a attendu 16 ans pour gagner la Coupe du Monde. Donc voilà, laissons qu'on peut se préparer et j'espère qu'on va bien se préparer. Donc c'est un appel qu'on fait également à la fédération pour faire le nécessaire pour que d'ici quelques temps, n'est-ce pas, le football féminin revienne à ses lettres de noblesse. Mathias Roubama qui a encore la nostalgie de l'épopée de la bande à Yomana, Tinasa Okoro et bien d'autres, Salamata, qui nous ont fait rêver. Et bien entendu, la Guinée équatoriale qui a joué 3 finales et gagné du 2008 à domicile et 2012 à domicile. Elle a perdu en Afrique du Sud en 2010 face au Nigeria. Et puis elle a disparu des radars. La Guinée équatoriale a organisé 2 fois de suite la CAN féminine, mais reste toujours absente 7 éditions consécutives. Écoutez, organiser ne veut rien dire. Il y a des pays qui ont organisé qui n'ont pas gagné. Donc voilà, c'est aussi une qualité d'organiser et de la gagner. Donc il ne faut pas penser que parce qu'on a organisé qu'on a gagné. Non, organiser ne veut rien dire. Je ne l'ai pas dit. On a gagné sur le terrain. Non, beaucoup peuvent le dire. Que parce qu'on a gagné parce qu'on a organisé, non. On a mérité. Et il y a beaucoup qui ont organisé qui ne l'ont pas fait. L'Afrique du Sud a organisé 3 fois et n'a pas gagné à domicile aussi, il faut le dire. Mesdames et messieurs, tout un plaisir de vous retrouver dans une semaine.